Idilu emanyongo me tunge kuwaka byoko fumu. Masikini tendo kene ye kan fumu kwa isidi. Idilu emanyongo me tunge kuwaka byoko fumu. Masikini tendo
Le monde a tué ma vie. Les hommes m'ont tuée tout entière. Je ne suis aujourd'hui qu'une épave humaine. Une morte vivante enfermée entre 4000 épées. Dans cet asile pour aliéner mon dos. Les bruits de la vie me parviennent de loin, de très loin. Je ne sais même pas si je suis encore une personne. Je ne sais pas si je vis dans un monde de vivants ou dans un monde de morts. Les seules personnes que je vois sont des visages sévères de ces hommes à la blouse blanche qui vont, qui viennent, qui passent et qui vous regardent drôlement en se chuchotant des choses. Certainement pas des bonnes choses. Des méchancetés. Oui, des méchancetés. Ils disent que je suis folle. Moi, Masikini, folle alliée. Non, 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 je ne suis pas folle. 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 Je suis lucide. Je sais ce que je fais et je m'assume. Ce sont eux qui sont fous. Parce qu'ils ne comprennent rien en moi. Ils croient me comprendre, mais ils ne savent rien du tout, tout simplement. C'est encore une prétention que d'affirmer connaître quelqu'un. Personne ne me connaît. Personne! Ni l'autre type maigre, aux lunettes comme un hibou, qui vous regarde comme un insecte en caressant sa moustache. Oh. Il ne peut qu'avoir l'air méchant. Je le déteste. Oui, je le déteste! C'est certainement lui qui a dû signer les papiers, pour que je sois enfermée ici dans cet hôpital. Quoi? Hôpital? J'appelle ça hôpital? Non mais ce n'était même pas un hôpital. C'était une prison. Oui, c'était une prison. C'était ma prison. C'était ma... Je ne savais pas si j'allais sortir un jour. Je ne le pensais pas. Je n'y croyais même pas. J'avais cessé de penser depuis longtemps. Je n'avais fait que ça toute ma vie. Penser à ma vie, penser aux choses de la vie, penser. Dans son village, on lui avait dit que la femme n'avait pas le droit de penser. Elle devait plutôt rester femme. C'est-à-dire appartenir à un homme, faire le ménage et lui créer des enfants. Bref, être son esclave à tout jamais. La femme n'était jamais une tête, mais toujours des bras, des jambes. Mais elle a refusé d'être cette femme-là. Elle a voulu être autre chose. Voilà pourquoi elle se retrouve là, dans cet asile, pour aliéner mon taux. Non, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Je suis lucide. Je sais ce que je fais et je m'assume.
Non, ce n'était pas un enfant. Je vous avais dit que c'était un monstre qui me rongeait et qui n'avait pas le droit de vivre en moi. Je vais dire au monde que c'était un acte de légitime défense. Légitime défense, oui. Légitime défense. Oui, je l'ai tué, ce bâtard-là. Le jour même de sa naissance. Je l'ai trouvé là dans les chiottes. Je le voyais se tordre et crier. Les blouses blanches m'avaient saisi les mains. Ils ont cassé la porte. Trop tard. Je l'avais déjà complètement étranglé. Et toute sa tête était enfuie dans les chiottes. Les blouses blanches m'avaient saisi les mains. Ils m'avaient arraché cette petite chose sans vie qui pendait comme un pantin désarticulé. Tic-tac, 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 tic-tac. Hey, abomi mwana. Hey, aboki mwana. Hey. Tala ye, abomi mwana. Hey, aboki mwana. Hey. Hey, abomi mwana. Qu'est-ce qui n'allait pas? On s'en fichait. Ça fait des merdes. Ça fait des chiens. Quand j'avais atteint l'âge de 10 ans, j'avais quitté mon village pour aller passer quelques jours en ville chez un oncle. Oui, chez mon tonton André. Tonton André, comme on l'appelait là-bas en ville. Et là, j'ai vécu des choses extraordinaires qui ont marqué tout le reste de mon existence. Oui, comme un oiseau qui découvrait que le monde s'étendait au-delà de son nid avec d'autres réalités.
j'ai compris que l'existence au village était tout autre chose par rapport à ce que j'avais vécu en ville. J'ai vu que la femme avait une place, qu'elle pouvait faire des choses, qu'elle pouvait prendre des initiatives et être utile à autre chose qu'être une mère pour pondre des tas d'enfants. J'aurais pu rester en ville. Peut-être que tout ceci ne serait pas arrivé. J'aurais fait ma vie, j'aurais fait mon chemin. Mais non, je voulais que quelque chose change. Qu'est-ce que j'avais reçu serve aussi à d'autres. Je rentrerai chez moi. J'amènerai des idées nouvelles pour que quelque chose change pour ma mère, pour moi-même et pour toutes les autres femmes du village. Il fallait mettre fin à la dictature masculine qui ne tient toujours pas compte de votre liberté. Il faudrait que les jeunes filles aussi apprennent à s'épanouir en choisissant elles-mêmes ce qui leur plaît. Être femme ne veut pas dire être esclave, mais un être tout entier, avec ses besoins, ses choix. Elle est rentrée au village et tout a commencé. Sa lutte a commencé. Il avait expliqué les choses à sa mère. C'était une femme intelligente qui la comprenait et se rangeait toujours de ce côté comme complice. Mais cela ne lui facilitait pas les choses, car elle devint l'adversaire, mieux l'ennemi de son mari, le père de Masikini, vieux Goliath. Viens Koi. Chaque soir, en les entendant se quereller, Viens Koi criait très fort sur sa femme. Ah ben tu y as vu ce que toi et ton frère vous avez fait de ma fille, hein? Elle est allée en ville. Elle revient, elle se croit être une femme supérieure. On verra ça. J'ai dit bien, on verra ça. On verra ça. Hey, oui, il avait dit qu'on verrait ça. Eh bien, la première chose que Masikini a fait voir à son père, c'est qu'elle a décidé d'aller à l'école. Avant elle, aucune autre jeune fille n'avait été à l'école. L'école était le seul apanage des garçons. Elle fut la première fille de ce village à y aller. Et chaque jour, elle a lutté pour se faire accepter dans ces milliers des hommes. C'était pas facile, car on lui jetait toujours des regards embillés en disant « Voilà la blanche !» Elle s'est moquée de tout ça. Elle restait accrochée à son idéal. Et s'est dit c'est qu'un jour, tous les villages lui donneraient raison. Et puis voilà, je ne sais pas. Je ne sais plus. Avais-je pris la bonne décision? Peut-être. Peut-être pas. Mais quand je regarde ma vie aujourd'hui, je ne sais pas. Je m'égare. Idilu emanyongo me tongeko waka bioko fumu. Masikini tendo kene ye kan fumu kwa isidi. Idilu emanyongo me tongeko waka bioko fumu. Masikini tendo kene ye kan fumu kwa isidi. Walongo, walongo, walongo kwa ni jenaya. Mono, mono, walongo kwa ni jenaya. Mono, mono, walongo kwa ni jenaya. Mono, mono, walongo kwa ni jenaya. Nikwenda matwala jena mono kaka. Onivutuka mani makuti ndisapele. Onikuba mazaku yankamopele. Waenda ndikaka waenda tengama. Walongo, walongo, walongo kwani jenaya. Mono, mono, walongo kwani jenaya. Mono, mono, walongo kwani jenaya. Mono, mono, walongo kwani jenaya. Des années passèrent et elle termina son cycle primaire. Mon Dieu, mais c'était comme si elle n'était plus elle-même. Comme si quelque chose d'autre s'était passé dans sa vie. Oh, comme si elle était devenue une autre Elle personne. était là, elle-même, et elle se disait Elle se disait qu'elle avait remporté une victoire et qu'il fallait poursuivre.
couture et devenir une grande couturière. Ah, que dis-je? Une grande styliste et faire un grand atelier dans mon village pour que ma mère les s'habille plus léger, pour que mes voisines ne mettent plus qu'un seul pagne noué au torse, mais qu'elles s'habillent comme ces femmes, comme ces dames, comme ces filles que je vis en ville. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, rêve avorté! Ah bon? Te voici, nuit noire. Nuit inexorable, toi qui berces encore nos murmures, tourne-toi vers moi. Vois-tu, l'ours a forniqué avec le tigre, et demain au lever du soleil, elle enfantera des jumelles. Foudre! Mais pour son père, pour Vienkoy, il n'était plus question de continuer. Tout devait s'arrêter là. Elle se mit à pleurer en demandant secours à sa mère. Elle avait déjà tant fait en lui permettant d'aller jusqu'à la fin de ses études primaires. Que pouvait-elle faire encore d'autre, la pauvre? Hein? Elle aussi, elle était soumise à la coutume. Mais oui. Coutume à Nignamo. Uzoba, maman. Matin coutume, midi coutume, soir coutume, ya wapi. Uzoba. Moi, j'abonne. Elle revenait ce soir-là, après une dure journée passée au champ avec sa mère. Elles arrivèrent devant la maison quand elles croisèrent un homme sortir de chez elles. Un homme? Hey! C'était bizarre. On ne l'avait jamais vu auparavant dans le coin. Vu son acquittement, on aurait dit un envoyé du chef. Un envoyé du chef, maman. Mais qu'est-ce qu'un envoyé du chef venir chercher sur ton père? Maman, il n'est un secret pour personne. On reconnaît que son père fut un homme influent du village pour son sens de gérer les affaires. Ce qui lui a d'ailleurs valu le rang du conseiller du chef. Son père avait toujours raison quand il prenait la parole, même devant la foule. Ses idées étaient toujours meilleures. Vienkoy. L'homme qui venait voir mon père était content d'avoir accompli une affaire très alléchante. Ma mère s'agenouilla pour le saluer. Je lui fis un simple signe de tête. Il ne m'inspirait pas confiance. Je regardais mon père et je pus lire sur son visage un sourire mêlant hypocrisie et satisfaction. Masikini, ma fille, tu as vu l'envoyé du chef venir ici chez nous? Ah, ma fille, il a parcouru tout le village pour venir faire honneur à notre famille. Masikini, ce sont les choses qui n'arrivent pas toujours, hein? Le chef, il a envoyé me demander ta main. Mais abomination! Moi, ça collège. J'ai senti soudain du feu me monter à la tête.
Mon père venait de me marier. Il venait de me vendre à un vieux chef du village, le vieux Wanja. Un homme d'affaires riche et polygame qui lui a promis monts et merveilles. Des plantations, des bétails, des bijoux et wax, des grandes valeurs pour ma mère. Et beaucoup d'autres biens qui représentaient ce que je valais à leurs yeux. Je regardais ce père que je découvrais. Il avait beau être un soulard, violent, agressif. Mais jamais je ne pouvais imaginer qu'il pouvait tomber si bas. Vendre sa propre fille. Non seulement pour faire du plaisir à un vieux pervers, mais surtout pour lui empêcher de réaliser ses rêves. Voilà mon sort. Mariée très jeune, sans consentement, à un vieux Wana qui garantit la famille d'un bonheur sans crise économique. Et c'est mon propre père qui me faisait cela. Je me rappelle à présent que j'avais 13 ans. Et ce vieux Wana n'avait plus de 60. Oui. Et moi, je me souviens que beaucoup d'autres pauvres filles dans mon village avaient subi le même sort. Et que la femme n'avait pas grand choix. Qu'on choisissait à sa place parce qu'elle n'était qu'un objet, une chose. Et dans mon village, on l'acceptait. Chez moi, il fallait dire amen à toutes les paroles de son père. Propriétaire de tous les biens et de toutes les personnes sous son toit. Lui qui a grandi dans la dignité et le respect, il est à tout prix nous élever dans la dignité et le respect. Avec en prime la soumission pour les femmes. Mais papa, te rends-tu compte de ce que tu fais? Mais ce vieux Wana là, il a au moins l'âge de mon grand-père. Oui, alors. Hein? Alors c'est non, papa. Oh, Masikini, ma fille, Masikini. Tu n'as pas compris que la différence d'âge pour ce genre de choses n'a aucune importance. La femme n'a pas droit à la parole. On choisit à sa place et elle se soumet. Mais moi, je ne veux pas être cette femme-là. Oh, Masikini, ne te fatigue pas inutilement. Hein? C'est juste pour porter l'information à ta connaissance que je t'ai appelé. Il va pour discuter avec toi. Henge, tu dois comprendre que la soumission est la seule condition de la femme. Mais prends l'exemple sur ta mère. Je ne suis pas ma 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 mère.
J'attendais avec impatience le chant de ce maudit coq. Signal qui allait me libérer de cette mauvaise nuit que je venais de passer, de la chaleur, des moustiques et de manque de sommeil. Nuit sans rêve. Aussi, j'ai fait des rêves éveillés. Un nouveau jour. Qu'allait-il apporter à ma souffrance? Des idées se bousculaient dans ma tête. J'allais me suicider. Voilà une solution inespérée. Et puis, mes pensées se sont dirigées vers Loufoy. Loufoy. C'est qui vous? Son fiancé! Oui, Loufoy était son fiancé. Il l'aimait. Et elle l'aimait également. Il se voyait discrètement derrière les dunes. Là. Mais oui, là, à côté de la rivière. Il n'avait pas le droit de se voir, de s'aimer. Mais il défiait le principe. Il se disait que les choses iraient mieux un jour. Maman, Loufoy avait de l'ambition. Il voulait devenir ingénieur. Ingénieur Yabilanga. Ingénieur agronome. Il expliquait un jour au village qu'il y avait des machines qui labourent la terre à la place des hommes. Des machines. Maman, machine. Et que quand il serait ingénieur, demandez-moi quoi? Il les ramènerait en grand nombre au village. Des machines. vous rêvez. Moi, j'ai surpris des conversations au village. Il y avait des hommes qui disaient que ces machines-là, c'était une affaire de blancs paresseux. Et que dans notre village, on a des bras douloureux qui ne sait pas assez de travail. Maman! Mais Loufoy disait qu'avec ces machines, on produirait plus. On vendrait nos récoltes aux autres. Et qu'avec les fruits de la vente, maman, on construirait des écoles, des routes, des hôpitaux, des marchés, des maman, des églises. Et puis, on conserverait des énergies énormes. Demandez-moi quoi? Il avait dit ça au chef. Loufoy n'a pas manié les têtes. Ils sont tous des bornés, vraiment. Mais il n'y a pas tout le monde. J'aimais Loufoy. J'aimais ses idées. Il me parlait pendant des heures. Nous menions le même combat. Ils se s'assemblent, n'est-ce pas? Nous concevions des projets pour notre village. Et surtout, pour nous deux. Nous nous disions que nous nous marierons et que nous aurions des enfants qui nous ressembleraient et qui apporteraient davantage des idées de changement dans ce village. Des enfants d'amour.
ruine en quelques minutes. Il a suffi seulement qu'un homme ait décidé. Aulefroid. Savait-il seulement la terrible chose qui m'arrivait? Je n'étais pas allée à son rendez-vous ce jour-là. Oui, nous devrions nous rencontrer derrière la montagne, à côté de la rivière. Là, nos rendez-vous étaient sacrés. Oui, voler quelques minutes de bonheur et nous gonfler d'espoir pour affronter les adversités. Je savais qu'il m'attendait là, qu'il guettait chaque ombre au loin, qu'il courait, qu'il courait, qu'il courait. Et puis finalement, se rendait compte que ce n'était pas moi. Oh, Loufois, où es-tu? Où es-tu, Loufois? Viens me chercher. Viens me sortir de là. Nous fuirons ensemble. Nous prendrons des ailes. Nous volerons. Nous irons loin de mon père. Loin de ton père. Loin de ces villageois. Nous prendrons des ailes et nous volerons. Oui, voler. Voler. Voler, 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 voler. Non, Loufois. Non. Tu n'oserais pas. Je te connais. Tu m'aimes. Tu es brave. Mais seulement, tu es un homme. Et tu as ta part de lâcheté comme tous les autres. Tu m'aimes. Mais en même temps, tu as peur. Tu as peur d'affronter les jugements des autres. Tu as peur de mon père. Tu as peur de ton père. Tu as peur de ces villageois. De ces vieux-là, aux dents pourries, à la barbe blanchie, qui sont là pour décider de la vie des autres. Tu as peur de moi, Loufois. Je ne suis qu'une pauvre femme. Et pourquoi prendrais-tu tant de risques pour une femme? Tu as peur de toi-même, de tes propres doutes, de tes propres émotions. Parce que si tu n'avais pas peur, tu aurais déjà accepté d'affronter mon père. Parce que moi, je te l'avais demandé. Parce que je ne voulais pas qu'on continue à se cacher. J'avais déjà 15 ans. Tu en avais 18. Et tu étais assez responsable pour prendre notre destinée en main. Mais seulement tu hésitais, tu hésitais, tu hésitais. Et voilà, moi je comprenais. Là, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Mais je ne comprends plus rien. Quand j'étais libre, quand je pouvais bouger, je comprenais. Mais là, au fond de ma prison, je me dis que si tu avais un peu plus d'audace, je ne serais pas enfermée ici. Ah, Loufois. Je t'aime et je te hais à la fois. Je te trouve à la fois héros et lâche, 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 lâche.
sauvage cochon. Tous les beaux rêves en enfer. Adieu la ville. Adieu l'atelier. Adieu Loufoy. Je vais maintenant lier ma vie avec le vieux chef Bouana. La vie est une vraie illusion. Elle fut accueillie par ses coépouses. C'est en fait la première épouse qui allait la préparer pour sa première nuit de noces. Ah, première nuit des noces. Elle l'amena dans une petite case et commença à lui prodiguer des conseils sur les habitudes de leur mari commun. De la façon dont Massiki devait se comporter pour ne pas mécontenter le remarié. Ah oui. Elle restait silencieuse. Tapis dans un coin. Elle réfléchissait. Ah mon Dieu, comment allait se passer cette nuit? Elle a flirté quelquefois avec moi. Elle lui a même permis de toucher ce sein. Il adorait ça. Elle aussi adorait ça. Jamais je lui avais autorisé de pénétrer mon jardin secret. Il était réservé à l'homme qui me ferait l'honneur de m'épouser. Oh mon Dieu, comment me comporterais-je avec cet animal qui sent l'alcool, qui sent la noix de cola, qui sent toute la bêtise humaine? Il allait tout me prendre. Toutes ces années de privation, des rêves. Il allait tout me prendre. Oh mon Dieu. Qu'allais-je faire? Le vin est tiré. Il faut le boire, dit-on. La porte s'ouvrit. Et j'entendis du bruit des cannes qui frappaient sur le sol. C'était lui. Il venait goûter au repas des noces. Il s'avançait calmement dans la nuit. Il avait un rire carnassier. Il me regardait comme un lion prêt à bondir sous sa proie. Sans m'adresser un mot, il vint s'asseoir sur le lit et se mit à se déshabiller. On m'avait dit que quand il s'asseyait, je devais me déshabiller moi aussi. Je ne le fis pas. Il me regarda calmement et me dit: qu'attends-tu pour faire ton devoir? Je suis ton mari. Il me faisait peur. Je le regardais toujours sans répondre. Il finit de se déshabiller et se leva devant moi. Il s'avança vers moi. Je reculais d'effroi. Il me saisit par les épaules. Je me débattais. Je criais. Je griffais. Il me gifla violemment. Je fus étourdie pendant quelques minutes. Il m'arracha les habits plus qu'il ne me déshabilla. Il me jeta sur les lits. Il bavait. Il râlait. Il tremblait de tous ses membres. Il tenta avec ses genoux d'ouvrir la voie. Je refermais mes jambes. Je lui donnais des coups. Je criais. Je le griffais. J'essayais de le mordre. Il me lança un coup terrible au visage. J'avais l'impression d'avoir quelques dents en moi. J'avais dans ma bouche le goût salé de sang. Et puis, plus rien. Des images. Le flou. Le noir. Le brouillard. Le vide. Je m'étais évanouie.
je m'étais affaiblie aussi. Et là, il s'est mis à me chevaucher l'animal. J'avais mal. J'avais mal dans mon corps. J'avais mal dans mon âme. J'avais mal dans mon cœur. J'avais mal partout. J'avais mal. J'avais mal. Il venait de me violer. Pourquoi? 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 Après son repas de noces, il s'est assoupi. J'étais désespérée. Mon bras pendait d'un côté du lit. Je venais là de toucher un morceau de barre de fer qui était là. Certainement pour verrouiller la porte. Alors, comme une lumière dans ma tête, je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'il a osé, j'ose aussi. J'ai pris la barre de fer et j'ai commencé à les frapper. Je frappais la tête, il criait, je frappais. Je frappais, il criait, je frappais, il criait, je frappais. Il criait, je frappais, je frappais, je frappais. Jusqu'à épuiser toute mon énergie. J'ai senti soudain un liquide chaud couler sur moi. Du sang. Son sang. J'étais toute rouge de son sang. Sa tête avait éclaté. Je l'avais tué. Je venais de le tuer. Lui qui croyait avoir le dernier mot. Je l'ai tué, lui, les salauds. Et à travers lui, tous les hommes, toutes les injustices des sangs. Femme noire, au visage maculé de sang, à la brise du soir, de cette pudeur, ces tisons. Le sang des voix des télénicateurs aux allons à genoux, sous les plaisirs clandestins sur 1000 cailloux. Femme à la vie enterrée au grand cri, sous ta honte murée au son des débris. La voix enrouée de peur, des sanglants, des douleurs, sous ces soleils de candeur, à l'innocence en pleurs. Des mots imprononçables, où s'entrecroisent des douleurs inavouables à l'ineptie sournoise. Dans ces démons semblantes à Belleville, des femmes infamantes aux saisons d'exil, sous des regards virils, de ces pleurs inconsolables aux affaires impuniques, ma voix hurle l'insoutenable dans une peine tyrannique. Des traces de sang, aux chagrins dépouillants, sous des couches gémissantes, au ton larmoyant,
Des femmes suées, en silence muselées, en morts étranglées, à la nudité traquée. Ces 1000 victimes dans l'oubli des étoiles, sous un rituel de crime, au silence sous voile. Les liens, savait maintenant qu'elle allait vivre à notre drame. On se disait qu'on la tuerait certainement, qu'on elle épargnait les femmes. Mais on ne pouvait pas imaginer que ce qu'on lui réservait était pire que la mort. La décision du conseil fut arrêtée. On l'enterrerait vivante avec le chef. Quoi? L'enterrer vivante? Mais c'est horrible. Oui, c'est horrible. On le lui avait annoncé comme ça, sans ménagement. Et elle était là, sans réaction. Mais que pouvait-elle faire d'autre, la pauvre? Rien du tout. Le cortège funèbre se brûlant tout doucement jusqu'au lit de l'enterrement. Avant de descendre la dépouille du chef, on devait premièrement faire entrer son bourreau, Masikini. Son père était là. Elle le fixait. Il baissa les yeux. Elle cherchant le regard de sa maman dans la foule des femmes. Elle ne la vit pas. Elle ne supporterait pas ça. Oui, on l'a mis dans le trou. Ensuite, le corps du chef fut déposé sur elle. Et on referma le trou. Voilà. Voilà comment se terminait une vie des rêves. Elle avait rêvé d'une vie. Et voilà qu'elle terminait dans une tombe avec un homme qui avait fait son malheur. Dans son trou, elle s'est évanouie. Et quand elle ouvrit les yeux, une grande partie de la terre était dégagée. On aurait dit que quelqu'un était venu secrètement contre eux pour tenter de la sauver. Puis un grand air en train d'aller tout. Elle réussit alors à se traîner jusque dehors. Elle réussit à se traîner, oubliant toutes ses douleurs. Car elle avait en elle un seul espoir. Arriver à s'en sortir pour... Pourquoi? Je ne sais pas. Puis elle s'est évanouie. Et quand elle ouvrit les yeux, elle était dans un lit. Depuis quelque temps, j'étais au centre hospitalier des Sœurs de Bonga, où j'ai suivi des soins. Puis j'ai commencé à avoir des malaises.
D'où me venait ce malaise? J'avais des nausées, des vertiges. Les sœurs m'examinèrent. Et les résultats étaient catastrophiques pour moi. J'étais enceinte. J'étais grosse. J'attendais un enfant. Et de qui? De Coco. De cet animal de vieux Bwana. Mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi le destin me poursuivait jusque-là? Ne serais-je jamais une femme comme les autres? Au moment où je pensais sortir de mes malheurs, et voilà qu'il me poursuivait. Et moi, j'allais mettre au monde un bâtard, l'enfant de cet animal. Et chaque fois que je le regarderai, je verrai l'image de cet animal. Non, non, jamais, jamais il ne vivra. J'ai décidé d'avorter. Mais pour les sœurs ne voulaient rien entendre. Pour elles, c'était une bénédiction de Dieu. Elles étaient là en train de me demander de continuer à garder mon bourreau. J'ai commencé à haïr ces gens que j'avais appris à aimer. Et plus particulièrement, cette grosse mère joufflée dessus, qui s'est chargée de veiller sur moi et qui ne cessait de me répéter que j'étais belle, que je devais reprendre ma vie, que je trouverais peut-être un prince charmant qui prendrait soin de moi et de mon bébé, et patati et patata. Comme toutes les autres, elle croyait me faire du bien. Là aussi, je comprenais. Elle ne voyait en moi qu'une femme. C'était un homme animal. L'échéance était arrivée. J'avais des contractions terribles. Devant les sœurs, je fis semblant de ne plus avoir de douleur, alors qu'il devenait de plus en plus insupportable. Un moment d'alcamie et de distraction, je plongeais dans les toilettes et il sortait de moi encore tout chaud de mon sang et je l'étranglais. Plus rien. Les images, le flou, le vide, le brouillard.